Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook Fonctionnaire territorial. Alors pour cette nouvelle revue de presse, on commence avec un article sur la Gazette.fr à propos d'un sujet un peu polémique sur ces derniers jours, notamment sur le journal Le Figaro, qui remonte le fait qu'il y a une hausse en une dizaine d'années de 34,7% de la taxe foncière. Donc on assiste au fait que la taxe foncière flamberait, on nous le dit déjà ici en 10 ans, plus 34,7%. Donc ce qui comme ça peut paraître énorme, et c'est d'ailleurs un chiffre qui est énorme, on va pas dire le contraire, mais qu'on va essayer de nuancer un peu par la réalité des chiffres, parce que quand on parle chiffres, c'est facile d'en mettre comme ça un gros en avant, mais si on n'a pas toute la mécanique derrière qui entraîne ce gros chiffre, c'est facile de taper après sur certains acteurs. Donc là notamment, c'est facile de taper sur les départements et les communes qui, en gros, l'idée qu'il y a derrière souvent, c'est de dire que les départements et les communes se gavent sur la taxe foncière. Bon, on va voir que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Notamment déjà, ce qu'on peut dire dans un premier temps, c'est que cette hausse de 34,7%, si on la ramène à une hausse moyenne annuelle, ça fait environ 3,3%. Et donc en soi, on peut considérer que c'est beaucoup, mais en tout cas, c'est à peu près la même chose que le produit global de la fiscalité locale. Donc c'est pas juste la taxe foncière qui est en jeu, et pourtant c'est celle-ci qu'on met en avant. Par exemple, la Banque Postale nous dit que les recettes fiscales des collectivités devraient croître en 2019 de 3,1%. Donc on voit qu'on est à peu près dans les mêmes chiffres, et que la taxe foncière n'est pas forcément le mauvais élève des collectivités territoriales, et pourtant c'est bien elle qui est mise en avant. En revanche, si on va un petit peu plus loin dans le focus, sur cette taxe foncière, on voit que ce sont les départements qui sont entre guillemets les plus gourmands, puisque entre 2015 et 2018, le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties a augmenté de 10,5%, sur l'ensemble des collectivités, contre seulement 4,5% pour la taxe d'habitation. Donc on voit quand même qu'il y a le focus sur la taxe foncière n'est pas non plus complètement dénué de sens, mais que si on s'intéresse un petit peu plus aux détails de ce chiffre, des 10,5%, eh bien c'est la taxe foncière départementale qui a le plus progressé, puisqu'on voit que sur cette période-là c'est plus 12,1%, alors que pour le bloc communal c'est seulement 7,7%. Donc on voit que ce sont quand même les départements qui sont les plus gourmands dans cette taxe foncière. On nous indique aussi que le produit de cette taxe foncière départementale a explosé en 10 ans, puisque c'est une hausse de plus 66%, vraiment pour cette part départementale. Voilà, on nous donne plusieurs chiffres, je te laisserai aller voir si tu veux plus de détails. Mais en gros, voilà, l'idée c'est ça, c'est que les départements seraient plus gourmands, mais par contre, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'ils sont responsables, mais pas forcément coupables. Et pour illustrer cette idée, on nous donne plusieurs variables, notamment une, moi, que je retiens, mais tu pourras aller voir, il y en a d'autres, c'est le fait d'avoir une augmentation pour les départements de leurs dépenses sociales. On l'a vu au cours des épisodes d'Actu Territorial, tous les épisodes précédents, on voit régulièrement des problèmes de financement liés au RSA, liés aux aides aux personnes handicapées, liés aux problèmes de financement aussi pour les mineurs non accompagnés. Bref, toutes ces dépenses que les départements ont du mal à financer, et notamment à quand même des problèmes de communication avec l'État là-dessus, chacun a son mode de calcul, bien sûr en la faveur de l'un ou de l'autre. Donc on voit que tous ces problèmes aussi sont indirectement liés avec cette hausse de la taxe foncière, en tout cas pour la partie départementale, même si c'est pas forcément clairement dit, mais ça peut être une piste d'explication, et que les communes qui ont cette image de bon élève dans cette hausse maîtrisée pour elles de la taxe foncière, eh bien on va voir ce que ça donne dans le futur, puisque c'est le bloc communal qui va récupérer cette partie de taxe locale, mais dans le même temps, elle perd la taxe d'habitation, donc on va voir s'il n'y aura pas aussi un effet d'aubaine comme ça pour les communes, mais en tout cas, même si on ne sait pas, on ne peut pas prévoir à l'avance, en tout cas très clairement, on voit bien que d'un simple chiffre comme ça balancé dans les médias, d'une hausse comme ça, d'une explosion en 10 ans, quand on s'intéresse un peu aux raisons, on voit que c'est pas aussi simple que ça, et que ce serait trop facile de taper juste sur les départements, quand on connaît aussi l'historique un peu avec l'État sur les transferts des dépenses sociales, on se rend compte quand même que les départements se font arnaquer, pour le dire simplement, depuis quelques années avec l'État.
Donc voilà, c'est un peu facile de juste taper sur le département sans avoir comme ça le contexte derrière. Ensuite, un article sur la lettre du cadre.fr à propos des menus végétariens dans les cantines scolaires. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que à partir du 1er novembre, toutes les cantines scolaires, donc vraiment de la maternelle au lycée, doivent proposer un menu végétarien une fois par semaine aux élèves. Ce qu'on nous dit, c'est que dans pas mal de collectivités, c'est pas très grave puisque c'est déjà quelque chose qui a été fait, il y a quand même des moyens, donc ça passe tout seul. Par contre, c'est plus compliqué pour des collectivités de petite taille. Alors c'est un article très complet, pareil, je t'invite à aller voir, et qui, moi j'aime bien l'angle un peu de l'article puisqu'on nous parle de la loi, de cette obligation qu'il y a, même si c'est dans une phase d'expérimentation, il y a quand même une obligation légale de faire ça. Mais on voit qu'il y a, c'est pas juste ce côté application de la loi qui est intéressant, avec notamment les difficultés qu'ont les plus petites collectivités à appliquer tout ça, avec le rôle de l'État aussi derrière pour pouvoir aider ces collectivités à appliquer la loi, avec aussi l'intérêt sanitaire de faire ça. Donc on nous fait un petit peu des rappels sur le fait d'avoir une alimentation plus saine, etc. Il y a aussi la question des coûts. Est-ce qu'il y a un surcoût engendré pour ces collectivités? Forcément, il y a de la formation pour les cuisiniers. Il y a aussi la question des restes. Est-ce que les enfants vont plus manger ces plats-là ou est-ce qu'il y aura au contraire plus de gâchis? Et là, on voit que les différentes études ne sont pas, enfin les différents retours ne sont pas d'accord. Donc voilà, c'est encore une question assez complexe. Et où aussi, il faut le dire clairement, il y a beaucoup de lobbying. On voit qu'il y a des groupes de pression, ce qu'on nous dit ici, qui sont au cœur de cette question, comme les fédérations des conseils de parents d'élèves, comme Greenpeace, comme l'Association végétarienne de France. Bref, on voit que c'est quand même une question très complexe et on a les maires qui se retrouvent un petit peu au milieu de tout ça. Et donc on a même carrément au niveau juridique un moyen pour sécuriser les communes, et notamment les plus petites. Donc voilà, on a vraiment comme ça toute une série de questions autour de cette simple, enfin entre guillemets simple mesure, comme ça qui paraît comme ça assez simple, mais on voit que dans le monde de la territoriale, on peut se retrouver comme ça au milieu de plusieurs forces juridiques, de lobby, sans rentrer dans la question de est-ce que ces lobbies ont raison ou pas, c'est pas là ma question, mais voilà, on voit la complexité notamment des maires à répondre à ce genre de questions, et surtout en cette période préélectorale. Alors ensuite, un article sur la Gazette.fr sur le Sénat qui chamboule le projet de loi sur les maires. Tu sais qu'actuellement, la prochaine loi sur l'engagement et la proximité est en discussion au Sénat. Et donc on voit de nombreux points qui sont discutés par les sénateurs par rapport au projet initial du gouvernement. Notamment, ce qu'on nous dit en introduction, c'est que les points qui ressortent, c'est le fait de vouloir baisser le champ de compétences des intercommunalités et aussi le fait de changer les modalités d'augmentation des indemnités des élus. Bon, tu vas voir qu'il n'y a pas que ça, il y a quand même de nombreux points. Et en gros, l'idée qu'on a derrière ça, c'est que le Sénat est en train de détricoter la loi NOTRe. Bon, c'est pas une surprise dans le sens où la loi NOTRe est considérée comme l'ennemi de beaucoup d'élus locaux, notamment dans les petites communes. Donc le fait que le Sénat se fasse un peu l'écho de ce retour anti-loi NOTRe, entre guillemets, c'est pas une surprise. Donc si on va un peu plus dans le détail, on a le Sénat qui propose que les conférences des maires deviennent obligatoires dans les EPCI, sauf si bien sûr il y a déjà un bureau de l'intercommunalité qui comprend déjà tous les maires de cette EPCI. Donc forcément ça ferait doublon, donc là c'est pas la peine. Mais en tout cas l'idée c'est d'avoir vraiment au sein des EPCI une instance qui permet aux maires de se réunir et de pouvoir être encore plus qu'aujourd'hui de véritables acteurs des intercommunalités. Ensuite, un gros morceau, c'est sur la compétence eau et assainissement. Et là, ce que veut le Sénat, ce que propose le Sénat, c'est que le transfert redevienne optionnel. Dans la version initiale, ce qu'on nous dit ici, c'est que le gouvernement n'avait pas prévu de changer ce caractère obligatoire du transfert de cette compétence, puisque pour rappel, cette compétence eau et assainissement devait passer sous le giron de l'intercommunalité, et non plus de la commune. Mais l'État avait un peu fait un retour en arrière caché, on va dire, en proposant un assouplissement de cette règle avec notamment une autorisation de délégation de ce service à une commune. Donc on voit que en gros c'était la règle, c'est de passer ça aux intercos, mais avec une possibilité de délégation à l'une des communes de l'EPCI.
Mais les sénateurs, eux, n'ont pas retenu ce principe-là, et ils veulent que véritablement cette compétence revête un caractère optionnel pour les communautés de communes, mais aussi pour les communautés d'agglomération. Et on voit que là, il y a un point de friction entre le gouvernement et le Sénat, mais également avec bien sûr l'ADCF qui veut que ce transfert de compétences au niveau intercommunal soit validé. Bref, on voit qu'il y a une petite guéguerre entre ces trois acteurs que sont le gouvernement, le Sénat et la DCF. Il y a en plus sur ce problème-là de transfert de compétences, il y a le problème du timing, puisque aujourd'hui, en l'état actuel de la loi, ce qu'on nous dit ici, c'est que le transfert de compétences, il doit se faire au 1er janvier 2020, sauf pour les Comcom, parce que tu sais, bon, ça j'en parle aussi dans le cours qu'on a fait avec Catherine sur l'État et la décentralisation, au 1er janvier 2026. Il y a une exception, un timing, on va dire, supérieur et exceptionnel pour les Comcom. Mais en tout cas, on a quand même cette deadline du 1er janvier 2020 qui va arriver très vite. Et donc, ça accélère forcément le calendrier des discussions autour de cette loi, sachant que si, tu sais, dans le jeu de la navette parlementaire, on a comme ça des allers-retours incessants entre le Sénat et l'Assemblée nationale, ça finira en commission mixte paritaire. Et même si aujourd'hui le texte est en procédure accélérée, il ne va pas falloir tarder très clairement. Et donc tout ça, ce sont des éléments à avoir en tête dans le cadre de cette discussion. Ensuite, il y a d'autres points que je vais moins développer parce que sinon ça va être trop long. Là, on a plusieurs articles cette semaine qui sont assez denses, donc là je vais devoir accélérer un peu. Mais en gros, les sénateurs ont validé l'extension de la tarification sociale de l'eau. On a également le renforcement des pouvoirs de police du maire, qui est, on va dire, complété par les sénateurs. Ils veulent aller un petit peu plus loin que le gouvernement sur cette question. On a aussi une proposition des sénateurs qui veulent limiter en fait les locations Airbnb à 60 jours pour les résidences principales. Actuellement, c'est 120 jours, mais ils voudraient limiter ça encore plus à 60 jours. On a aussi la question de la parité, tu sais, avec la question du scrutin de liste qui s'appliquerait pas dans les communes de moins de 1000 habitants. Et ça, on a certains sénateurs qui voudraient faire péter ce dernier verrou sur pour les communes de moins de 1000 habitants. C'est quelque chose qui fait débat. D'ailleurs, tu as un autre article sur ce sujet-là précisément sur la Gazette, mais qui n'est pas en libre accès, donc c'est seulement si tu es abonné. Enfin, les sénateurs font aussi une proposition sur la hausse des indemnités dans les petites communes. Tu sais que le gouvernement fait une proposition avec, en gros, l'idée c'est de fusionner ces deux types de communes, donc les communes de moins de 500 habitants et les communes de 500 à 999 habitants, et de calquer leur mode de rémunération sur les communes de 1000 à 3499 habitants. L'idée des sénateurs, c'est plutôt de faire quelque chose de progressif en termes de rémunération des maires. Donc quand même, ça voudrait dire que les maires de moins de 500 habitants toucheraient un peu moins que les maires qui ont une commune de 500 à 999 habitants et qui toucheraient eux-mêmes moins que ceux qui ont une commune de 1000 à 3499 habitants. Bon voilà, je te laisserai voir dans le détail si ça t'intéresse. Là, c'est juste une vision des choses, mais en gros, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut augmenter la rémunération des maires de moins de 3500 habitants. Ensuite, il y a bien sûr l'idée du renforcement du statut de l'élu qui est un succès auprès des sénateurs. On nous parle aussi des conseils de développement à la carte et aussi du recours facilité à des groupements de commandes publiques. Bon, je vais un petit peu vite là, voilà, on nous parle aussi de l'agence France Locale et puis du patrimoine, de l'assouplissement du financement des travaux de rénovation. C'est un peu plus technique, donc je te laisserai aller voir si tu veux, si ça t'intéresse tout simplement. Mais bref, il faut que j'accélère un petit peu. Mais tu vois en gros que les sénateurs sont quand même actifs sur ce projet de loi et font des propositions intéressantes. Ensuite, sur la Gazette toujours, on a donc un article sur les politiques vélo. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les politiques vélo, c'est quelque chose qui traverse l'ensemble des niveaux de collectivité. C'est pas seulement au niveau communal ou intercommunal, on pourrait se dire ça, tu sais, avec les pistes cyclables, voilà. Les départements et les régions sont aussi concernés. Et donc, on a une étude qui est réalisée tous les 5 ans par une association, l'association Vélo et Territoire, qui montre que justement cette montée en puissance de toutes les collectivités, régions, départements et interco,
qui mettent de plus en plus de moyens dans le développement de ce mode de transport. Alors il y a plusieurs chiffres, je te laisserai aller voir, mais en gros c'est quand même une grosse étude parce que on voit que ça couvre une bonne partie du territoire national, ça couvre 78% des régions, 91% des départements et 30% des EPCI à fiscalité propre. Donc on voit que c'est quand même une grosse étude, que c'est pas fait sur un échantillon un peu bancal. On peut se fier, je pense, aux tendances de cette étude. Et ce qu'on nous dit dans un premier temps, c'est que les régions et les départements sont à la pointe de cette question de transport par rapport au vélo. Et ça peut peut-être t'étonner si tu connais pas trop notamment le fonctionnement des régions, mais avec les SRADET, donc SRADET pour schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. C'est dans ce schéma-là, bien souvent, que les régions mettent en avant leur politique vélo. Et elles ont comme ça un rôle de réflexion globale sur leur territoire qui va influencer forcément les départements qui sont au sein de ces régions et également les intercos qui sont au sein de ces régions. Par exemple, les régions ont souvent une réflexion sur l'intermodalité. Donc ça veut dire, le fait de, par exemple, quelqu'un qui veut aller à son travail en vélo mais qui habite à 60 km, il va peut-être il va faire une partie en vélo jusqu'à la gare, ensuite il va prendre son vélo dans le train, il va prendre le train, le TER par exemple, pour se rapprocher de la ville où il travaille, et une fois qu'il est arrivé à la gare en question, il va prendre son petit vélo et puis il va aller à son travail. Bon tout ça c'est des questions qui sont en partie réfléchies dans ces SRADET. Donc on voit que les régions sont des acteurs importants aussi, mais on n'y pense pas toujours, dans cette politique vélo. Les départements aussi sont très importants dans cette politique, et on le voit bien avec les différents chiffres, puisqu'on voit que en termes financiers, les départements sont encore plus impliqués que les régions pour le développement du vélo. Et les EPCI, bien sûr, sont aussi très concernés, même si on nous dit que ça dépend aussi beaucoup de la taille des EPCI, et que en gros, plus un EPCI est grand, plus il a un budget vélo important. C'est un peu logique, mais quelque part, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve et qu'on observe dans les grandes, par exemple les métropoles. On voit très clairement que les moyens, les grands moyens financiers qu'elles ont leur permettent de faire des aménagements tout à fait intéressants pour les vélos. Bon, un peu moins pour les voitures, mais ça c'est une autre question. Mais on voit que c'est plus compliqué dans les, entre guillemets, petits EPCI, où le budget n'est pas forcément le même. Mais on nous dit quand même que globalement, il y a des bons résultats dans les EPCI de 20 000 à 50 000 habitants, donc justement dans ces, entre guillemets, petits EPCI. Bon, je te laisserai aller voir si les chiffres t'intéressent, mais plus globalement, ce qu'on nous dit, c'est que l'enjeu clé pour les intercos, c'est la planification. Le but, c'est pas juste d'élargir les pistes cyclables, c'est d'avoir une vraie vision du transport dans les intercos, en incorporant l'outil vélo. Et donc pour ça, il faut de l'ingénierie, il faut du financement, il faut de la maîtrise d'ouvrage. Bref, c'est pas une petite question. En tout cas, c'est plus une petite question un peu connexe. C'est aujourd'hui quelque chose de très important, et notamment avec la loi mobilité. C'est quelque chose qui va revenir sur le devant de la scène. Et enfin, un dernier article sur le Courrier des maires, alors plutôt une interview de Jean-Éric Aubert qui est président de la SFDP, la Société Française de Prospective, et c'est vraiment très intéressant, j'ai trouvé comme interview, et l'idée, le titre c'est « Les élus locaux doivent se projeter à 10 ou 20 ans ». Et c'est vrai que dans la territoriale, on est souvent le nez dans le guidon sur des projets de court terme ou de moyen terme. Mais là, ici l'idée, c'est de se réapproprier le long terme en tant qu'élu local ou en tant que personne qui s'intéresse à la chose locale. Et même si là, pour les prochaines municipales 2020-2026, on va avoir des élus locaux qui vont forcément nous présenter des projets un peu court-termistes, il faut quand même avoir en tête le fond, la réalité en fait, on va dire tout simplement, la réalité climatique, la réalité démographique et la réalité géopolitique. La chose locale n'empêche pas une réflexion sur le global, et tu vas voir que c'est un peu ce qui est développé dans cette interview. Donc d'abord, on nous rappelle les enjeux de transition écologique, de potentielles crises économiques et financières qui peuvent arriver, et qui sont déjà arrivées en 2008 par exemple, et que tout ça, concrètement, ça influence les élus locaux, ça influence la réalité locale, et que c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère, et qu'on serait dans un espèce de microcosme local avec des enjeux nationaux ou internationaux qui ne nous concerneraient pas. Puisque bien sûr, même la réalité un peu froide
des finances locales, elle est influencée par le global, elle est influencée par les crises financières, hein, on l'a bien vu en 2008 par exemple. La réalité locale, elle est aussi influencée par la réalité écologique, puisque quand il y a une catastrophe écologique dans un territoire, malheureusement c'est aussi à lui de trouver les bons outils pour aller de l'avant. Bref, on voit bien que les deux mondes, locaux et globaux, ne sont pas séparés et qu'ils forment un tout, et que ce tout doit être pensé, réfléchi par les élus locaux. Alors, comme comme je te le montre, tu vois que c'est quand même une assez longue interview, donc je vais peut-être pas tout résumer parce que, en plus, vraiment, j'ai trouvé ça très intéressant, même la formulation, ça va te faire réfléchir. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est d'aller le lire par toi-même. Ça te permettrait d'avoir une réflexion peut-être un peu plus globale, d'avoir un petit peu plus de recul sur la chose locale. Moi, en tout cas, c'est typiquement le genre d'interview que j'apprécie en termes de réflexion sur la réalité de notre action, hein, de l'action locale, à la fois des élus locaux bien sûr, mais aussi des fonctionnaires qui doivent appliquer les politiques décidées par les élus locaux. De voir qu'en ces temps de crise écologique, financière, etc., le local sert, hein, le local ne sert pas à rien, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois. Au contraire, il y a des dynamiques locales qui peuvent influencer le national et voire plus. Donc vraiment, après forcément, moi je suis un peu passionné par ça et j'y crois parce que voilà, hein, sinon je me serais pas lancé dans toute cette entreprise, hein, cette chaîne YouTube, etc. Ça fait, en tout cas, ça fait partie de ma vision de la politique locale. Hein, on n'est pas là juste pour appliquer les compétences obligatoires et d'être un peu juste le pendant administratif de ce qui se passe à l'État, hein, d'être juste un peu l'échelon local qui applique bêtement les compétences, voilà, je sais pas, la gestion des écoles, voilà, les choses comme ça qui doivent être faites bien sûr, mais bon, il y a une possibilité pour les élus locaux de s'emparer de sujets de société, de sujets importants. Et tu verras que cette interview répond quand même à pas mal de ces questions. Et encore une fois, je t'invite vraiment à aller la lire. Bon, je m'arrête là parce que la vidéo est déjà assez longue. J'espère que tu as appris 2-3 trucs aujourd'hui et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!